Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Remerciements. L'auteur souhaite remercier toutes les personnes qui ont bien voulu partager, témoigner et l'instruire au fil des ans quant aux questions inhérentes au peuple nomade du sud du Sahara. Il m'a semblé intéressant de présenter dans cet ouvrage des avis et analyses d'un certain nombre d'experts sur les questions et les populations sahariennes, que je tiens à remercier pour leurs intéressantes contributions autour de ces questions. Un salut particulier pour Mohamed Lansari qui nous a quittés il y a quelque temps. Mes pensées affectueuses pour cet homme de bien, pacifique, bienveillant et cultivé ainsi qu'à ses fils Lamine et Kader et à toute sa famille. Les amicales pensées à Nadjembe, guide saharien de Tam, Kader H et son neveu, Baba Bédé de Janet, Hassan F d'Agouelok, les familles Alibé, Aguer et Monsieur d'Agadès, et tous ceux avec lesquels il m'a été donné de partager les journées et les soirées sous la voûte étoilée en échangeant pour tenter de comprendre cet univers. Présentation. De l'Adrar mauritanien à l'Ennédi tchadien, de l'Akakous libyen à l'Adrar des Ifoghas en passant par le sud algérien que j'ai beaucoup arpenté, je parcours le Sahara depuis déjà plus de 30 ans. Après 1000 et quelques bivouacs, des nuits étoilées parfois douces ou glaciales, d'innombrables et agréables journées de marche et d'autres parfois torrides, une certaine quantité de tébus et beaucoup de campements visités, je souhaite simplement apporter par ce petit ouvrage un témoignage et quelques éléments aux gens intéressés par les cuisantes questions du présent au sud du Sahara. Le but de cette monographie est d'amener quelques informations générales, mais également d'essayer de propager une résonance particulière, celle d'une réflexion de fond concernant la question de la survie, des adaptations et des possibilités qui sont laissées à ces groupes humains particuliers que j'ai appris à connaître un peu depuis une trentaine d'années. Au-delà de ces constats, il me semble logique et complémentaire d'essayer d'ouvrir une réflexion concernant le devenir de ces régions, non pas en termes de prospective, ce qui me paraîtrait hasardeux et quelque peu prétentieux, mais plus simplement, en utilisant la lumière des événements ainsi que divers témoignages, tenter de discerner des tendances et les modifications d'usage qui touchent ces territoires. Il s'agit là également des questions cruciales de sécurité et de positionnement, nous concernant. Le cadre physique saharien. Quelques lignes concernant le cadre physique saharien semblent utiles pour éclairer les lieux d'implantation de ces populations et dessiner une géographie saharienne. Le mot Sahara est un mot arabe désignant la couleur fauve des sables et des pâturages du désert. Bled et Sahara. Désert en tamashek se dit Ténéré. Le Sahara est le plus grand et le plus aride des déserts du globe, réparti de part et d'autre du tropique du Cancer. Il couvre entre 8 et 10 millions de kilomètres carrés selon les critères retenus. Situé entre l'Afrique du Nord, Maghreb et Mashrek, et l'Afrique noire, il est délimité au nord par l'Atlas saharien, au sud par la bande sahélienne et le fleuve Niger. D'est en ouest, sa délimitation méridienne s'étend de la mer Rouge à l'est à l'océan Atlantique à l'ouest. 10 États sont plus ou moins largement concernés par ce désert, ce sont la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie qui en possède la plus grosse partie, la Tunisie, le Mali, le Niger, la Libye, le Tchad, le Soudan et l'Égypte. Cette zone reçoit peu de précipitations, cela est dû aux hautes pressions issues des zones subtropicales, moins de 100 mm de pluie par an, ce qui n'empêche pas quelquefois que des pluies torrentielles s'abattent sur ces régions. Les températures maximales sont élevées, entre 50 et 60 et quelques degrés dans les zones basses, cuvettes d'In Salah, de Tindouf, de Timimoun et de Bilma. L'amplitude thermique quotidienne est importante, 15 à 30 degrés. En altitude, les massifs élevés connaissent des périodes de vent froid, décembre-janvier où les gelées blanches sont fréquentes le matin au bivouac. Les températures largement négatives, entre -5 et -10 degrés, peuvent laisser apparaître du givre, du grésil, voire un peu de neige, à Sekrem, Tahat, Adjers et Akakous libyens. L'espace saharien se partage schématiquement en 4 types géomorphologiques. Premier type géomorphologique, de grands ergs qui sont d'immenses zones dunaires de sable. D'ouest en est, l'erg mauritanien qui naît des dunes côtières, s'étendant de la rive nord du delta du fleuve Sénégal au sud marocain, englobe une majeure partie de la Mauritanie et du Sahara occidental. Il recouvre partiellement le nord malien et le sud-ouest algérien se poursuivant jusqu'à l'erg Chech et même au-delà par l'erg occidental.
Le nord-est saharien est partiellement recouvert par l'ergue orientale posée entre l'Algérie et le sud tunisien. Plus à l'est, le désert libyen de Rebiana et de Kalancho s'étend jusqu'au Nil égyptien. Au sud se trouve l'immense ergue du Ténéré, le grand ergue de Bilma et celui du Djourab qui forment un ensemble dunaire assez peu praticable. Il existe également d'autres petits ergues comme les ergues Admer et Kilian situés au sud de Djanet. Deuxième type géomorphologique. De grands raies qui sont des zones caillouteuses plates assez roulantes, dont le Tanezrouft, mot arabe signifiant désert des déserts, qui se délimite de la ville algérienne d'Adrar au nord à l'entrée de la vallée fossile du Tilemsi entre Timétrine et l'Adrar des Ifoga, 800 km plus au sud. Le Ténéré du Tafassasset est également un reg ouvrant sur le plateau du Djado. Le désert de Marzouk ainsi que les dépressions orientales tchadiennes du nord s'apparentent pour partie à des regs. Ces grandes plaines peuvent être, selon les pluies et la présence d'eau phréatique, plus ou moins verdoyantes, se couvrant à l'aune des précipitations de choux et d'oseilles sauvages, devenant de facto des lieux de pâturage. Troisième type géomorphologique. Des massifs montagneux, dont la plupart sont des massifs ayant connu jadis une époque volcanique, constitués de 5 grands ensembles. À l'est, l'Ennédi tchadien jouxtant la frontière soudanaise à son point culminant le mont Basso à 1450 mètres. Plus au nord-ouest, le grand et sauvage massif volcanique du Tibesti comprend plusieurs 3000 mètres dont le point culminant est l'Emikoussi qui est élève à 3415 mètres. 1100 km plus à l'ouest, au Niger, se trouve le massif de l'Aïr marqué par son plateau volcanique des monts Bagzan avec un point culminant à 2022 mètres à l'extrémité sud et le Greboun à 1944 mètres à l'extrémité nord. 500 km au nord de l'Aïr, en Algérie, se situe le massif du Hogar avec en son centre l'Atakor où l'on trouve le Tahat, sommet de l'Algérie, culminant à 2915 mètres. Toujours plus à l'ouest, au nord-est du Mali se trouve l'Adrar des Ifoga, altitude moyenne de 800 mètres, et plus à l'ouest le petit massif de Timétrine, altitude maximum de 740 mètres. Enfin en Mauritanie se trouve à 440 km au nord-est de Nouakchott, le massif de l'Adrar qui s'élève à 720 mètres. Quatrième type géomorphologique. Des plateaux rocheux composés généralement de grès et de divers matériaux, voici les principaux. Au Mali, le plateau du Tilemsi, une vallée fossile devenue un plateau. Au Niger, les plateaux du Djado, de Tchigaï et du Mangweni. En Algérie, les Adjers, le Fadenoun et plus au nord-ouest le Tademaï. Plus au sud du Sahara, de larges plaines et des plateaux plus arborés annoncent la zone sahélienne. La réalité géomorphologique saharienne est diverse, accidentée et pas seulement faite de zones dunaires. Image 1. Carte des zones de conflit et de rébellion Touareg, le monde diplomatique. Image 2. Carte du Niger, le monde diplomatique. Les peuples nomades au sud du Sahara. Le peuple Touareg compte approximativement entre 1,6 et 2,2 millions de personnes réparties principalement entre deux pays, le Mali et le Niger. Le sud algérien héberge une population modeste, approximativement 60 000 personnes dont une proportion variable de réfugiés. Ce pays est en première ligne comme terre d'accueil traditionnelle lors des migrations saisonnières, et sert de territoire refuge durant les grandes sécheresses et les crises. En conséquence, ce pays riche et puissant joue un rôle régional très important en ce qui concerne la problématique nomade. La Libye, le Burkina Faso, le Nigeria et la Mauritanie hébergent de petites populations installées là plus ou moins durablement ou réfugiées. Ce peuple n'est pas un peuple aborigène. Il y a d'autres peuples au Sahara. Au nord, les Morts Blancs, les Tchahamba, les Mozabites, à l'est, les TE accent aigu des Hadazas et les Agawas peuplent le nord et l'est tchadien. Au sud, les Songhai, les Peulbororos, les Bozo, les Haoussa, les Djerma, les Bambaras et les Morts Noirs. Dans cet ouvrage, la question Touareg occupe une place importante, cependant il m'a paru nécessaire d'aborder les situations des peuples du nord tchadien. En ce qui concerne les problématiques du peuple mort sahraoui, ne connaissant que très peu la région du Sahara occidental, je préfère laisser ce sujet aux spécialistes. Quoi qu'il en soit, ces gens existent, même si l'on en parle peu mais surtout ils font partie intégrante de la question sécuritaire. Nous constatons que le problème sahraoui est une plaie qu'il faudra soigner pour un tant soit peu normaliser la situation dans la région. D'autre part, les jeux complexes entre l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie au sujet de l'accès à l'océan pour l'Algérie,
les diverses richesses du sous-sol régional, les postures politiques et diplomatiques des uns et des autres devront trouver des réponses satisfaisantes et équitables pour tous afin d'enrayer le terrorisme et les diverses luttes qui minent ces pays. Romantisme et réalisme. Les scènes véhiculées par une mémoire collective historiquement connotée, la saisissante beauté des gens, des lieux, pourraient laisser penser que le Sahara est un monde immobile où existe une éternité nomade immuable, mais là comme ailleurs, les hommes et le temps ne se sont pas arrêtés. Dans cet immense désert, il subsiste indéniablement un décor et des coutumes. Pourtant cette région ici aussi a beaucoup changé et continue de se transformer en profondeur. Ces populations nomades que la télévision et la presse des années 80 nous ont présentées dans le plus grand dénuement, en perdition au cœur d'une sécheresse impitoyable, les voici maintenant en tenue léopard, parfois avec une arme à la main ou bien dans un pick-up, équipé d'une mitrailleuse. Bien souvent dès que l'on aborde le sujet touareg, en lieu et place d'expression raisonnée apparaît un folklore désuet, voire une fétichisation, une sacralisation énonçant au milieu d'une averse de poncifs la pseudo-réalité d'un peuple uni, indivisible, supérieur en attitude et en moralité à ses voisins. Voici enfin ce peuple idéal aux liens interethniques puissants, ces seigneurs du désert irréprochables et justement sanctifiés. Ces clichés dont l'origine doit se situer quelque part entre les ouvrages de Pierre Loti, de Frison Roche et divers récits de Sahariens nous donnent à lire ce bon temps révolu. Hélas, ces présupposés colportés sans cesse desservent à force d'inexactitude et de simplisme ce peuple attachant qui se trouve aujourd'hui face à beaucoup de questions difficiles et à tout autant de défis à relever. Ces groupes humains qui composent l'univers touareg sont divers, changeants, mobiles, pétris d'espérance et de contradictions, individualistes, méfiants, se jalousant. Ce sont des hommes vivants, ni pires ni meilleurs que les autres, portant leur histoire et leur spécificité, ils sont un peuple pris dans les raies d'un milieu, d'un monde et d'une époque. Face à ces changements, ces populations et leur culture s'intègrent ou parfois s'arc-boutent pour résister. Rien n'est simple. La multiplicité des situations, des ressentis et des solutions proposées ou employées doit nous éviter les raccourcis et l'usage inapproprié des clichés. Les Touaregs mais également les Toubous, les Maures, les Tchamba habitent depuis des siècles un milieu austère, aride mais plus contrasté que celui du désert absolu souvent évoqué. L'image associée du nomade sur son méhari dans les dunes ne correspond pour ainsi dire plus à une réalité. Autrefois, le commerce caravanier impliquait la traversée nord-sud, sud-nord et est-ouest, ouest-est de la plupart des grands ergs et des regs. Il s'agissait d'escorter, de guider ou de radier des convois de centaines de dromadaires chargés de différentes marchandises. Cette époque-là est plus que largement révolue. La grande majorité d'entre eux ne vit pas dans le désert dunaire, qui ne recouvre en fait que 20% environ du Sahara. Ils se trouvent soit dans les massifs montagneux des régions sud-sahariennes, soit dans ou près des oasis, soit plus au sud dans la plaine subsaharienne, sahélienne en fait, qui s'approche du fleuve Niger. Ils sont surtout là où des pâturages d'herbes diverses, de choux sauvages et d'oseilles apparaissent au début de la saison des pluies, quand les mares se remplissent pour quelque temps. Les nomades pasteurs suivent les pâturages. Il leur faut pour cela parcourir certaines années des distances considérables. Avec la saison des pluies tant espérée, la migration estivale va conduire les gens et les bêtes vers les points d'eau salés, les terres riches en natron et les prairies éphémères. Les pâturages d'Emsaken sont les plus recherchés mais indispensables pour tous. La cure salée qui dure environ 2 mois, juillet-août, est l'occasion de nombreuses rencontres, fêtes et mariages. L'adaptation à ce milieu difficile repose sur une mobilité continue. Cette errance, pas seulement symbolique, est le lot des peuples nomades. Il s'agit en fait d'une conduite adaptée face aux contraintes générées par un milieu difficile. Image 3. Aire de répartition des populations touareg au Sahara, le monde diplomatique. Population touareg au Mali, environ 600 800 millième personnes. Population touareg au Niger, environ 1 million de personnes. Population touareg en Algérie, environ 80 000 personnes dont 30 000 réfugiés. Population touareg en Libye, environ 40 080 millième personnes. Réfugiés touareg en Mauritanie, au Burkina, au Nigeria, environ 50 100 millième personnes. Il est très difficile de disposer de chiffres précis pour plusieurs raisons.
Ces approximations sont issues de chiffres communiqués par différentes sources. Histoire d'un peuplement. Le Sahara connaît depuis des temps très anciens des alternances de sécheresse marquées et de périodes humides. Il y a environ 7000 ans, au cours du long processus de désertification, s'enclenchait une période humide, grand humide néolithique aux environs de 6500 à 4500 ans BP. En lieu et place du Sahara régnait alors la savane, des lacs et des zones arborées. Plusieurs fleuves irriguaient ces régions, au Sahara central, les deux principaux. Tintarabine qui descendait du massif volcanique du Hogar et l'immense Oued Tefassasseh prenant ses sources dans les Tassili de l'Est filait vers le sud pour se jeter dans le lac Tchad, 1500 km plus loin. Ces deux colosses hydrauliques et leurs nombreux affluents permettaient à une faune importante d'exister. Hippopotames, crocodiles, buffles, éléphants, panthères et lions peuplaient ce milieu de savane humide. Des populations de type mélano-africain étaient en place depuis des temps anciens. Il s'agit entre autres des hommes à tête ronde que l'on découvre dans les peintures rupestres, mais également d'autres populations de type appelé éthiopien et peut-être de lointains ancêtres du peuple Peul. Ce sont des chasseurs, cueilleurs, de peau noire, ils connaissaient le cheval et la guerre. Ces anciennes populations sont appelées Kelirn, les gens d'avant, ou Isbetuns dans le Hogar par les Touaregs. Il existe dans un grand nombre de sites d'innombrables témoignages de la vie des Isbetuns, les tumulus et tombeaux, les peintures et gravures, les restes de vie, poteries, meules, etc. témoignent d'une présence humaine ancienne et diversifiée. À la fin de cette période humide, avec la progression de la désertification, les groupes humains en place modifient leur mode d'existence et surtout leurs aires de répartition. Toute l'immense zone va connaître suite au changement climatique une transformation sans précédent et de fait assez rapide. Il est probable que soient restées, malgré les exodes climatiques, ces anciennes populations précitées lors des arrivées des Touaregs. Les Toubous et les Peuls représentent-ils les traits de ce qu'ont pu être jadis certaines de ces ethnies ? Ces diverses populations ont dû certainement cohabiter, ou au moins parfois se côtoyer et par là même se mêler les unes aux autres. Plusieurs vagues de populations venues essentiellement des zones nord vont arriver au Sahara. Dans l'état actuel des connaissances, il est identifié 3 groupes principaux, tous de peau blanche mais d'origines diverses. Le premier viendrait du Maroc et serait d'origine berbère. Il serait le plus ancien et aurait pu être porteur plus récemment de la dynastie noble des Tinhinan dont la fameuse reine des Touaregs serait issue. La reine Tinhinan serait arrivée dans le massif du Hogar vers l'an 470 de notre ère. Un autre groupe viendrait de la lointaine Arabie, et après bien des haltes et des métissages, ceux-ci arrivèrent sur les zones des Adjers et de l'Air. Un troisième groupe que l'on dénomme libyco-berbère serait venu du Fezzan libyen. Il aurait été le plus important numériquement. Une partie de cette population serait plus anciennement, peut-être, issue des peuples de la mer qui seraient, selon certaines hypothèses, venus de la région de la mer Noire et auraient jadis traversé la Méditerranée. Nous constatons que rien n'est simple ni définitivement ratifié, sans omettre les théories de Lot concernant une route des chars qui laisse entrevoir l'hypothèse d'un axe de conquête incliné nord-est, sud-ouest, que l'on connaît par les peintures de chars parsemées de la frontière égypto-libyenne à la Mauritanie. Ceux-ci utilisent des chevaux. D'autres, plus tard, amènent le dromadaire, animal très bien adapté à ces contrées. Ces phases de nouveau peuplement se sont déroulées pour l'essentiel environ entre 2500 et 1500 ans BP. Il ne s'agit donc pas d'un peuplement unique mais multiple qui au fil des ans et des régions traversées s'est sans aucun doute fortement métissé. Les déplacements de ces peuples se déroulent sur plusieurs siècles. Les emprunts et les apports vis-à-vis des autres peuples rencontrés sont certainement nombreux. Après bien des étapes, ces groupes se sont installés en premier lieu dans les plaines certainement moins austères que dans les temps présents. Par la suite, une partie se déplaça dans les 4 massifs montagneux sahariens et donnera 4 grandes communautés touaregs du Sahara. Une mouvance importante, due aux conquêtes, aux défaites et aux exodes consécutifs caractérise les diverses implantations successives de ces tribus. Les guerres, les changements climatiques, politiques, économiques paraissent également liés à ces mouvances. Cela étant, il est intéressant d'observer que ces groupes deviennent également un peuple des reliefs, certainement pour plusieurs raisons. Peut-être ont-ils été repoussés dans ces massifs ? Ils y ont trouvé des conditions climatiques plus favorables, la présence d'eau et de pâturage,
la présence d'abris naturels et de positions plus facilement défendables. Voici leurs positionnements principaux d'est en ouest. Dans le Tassili Nadjers et jusque dans l'Akakous libyen, ce sont les Kel Adjer. Placés sur les plus grands carrefours, ils n'auront de cesse tout au long de leur histoire de s'assurer la prédominance vis-à-vis des autres communautés touareg, jusqu'à ce qu'une défaite importante face aux Kel Agar, qui eux occupent le Sahara central et le massif du Haut-Gar, les oblige à se cantonner dans leur zone. Les Kel Adjer infiltrés par les Sénousistes et manipulés par des agents allemands, se révoltent jusqu'en 1917. C'est probablement une branche Kel Adjer qui a antérieurement conquis et peuplé le massif de l'Aïr. Les Kel Agar ont fait et signé avec le colonisateur, une paix respectée par tous depuis le tout début des années 1900, l'âme locale du Haut-Gar, chef sage, écouté de tous en a été le garant et le co-signataire. Plus au sud dans l'Air nigérien, les Kel Aïr règnent sur ce massif et sur le nord du Ténéré. Au-delà, vers l'est, c'est le territoire des redoutés Toubou Teda et Daza issus du Tibesti et les Bidja et Teda de l'Enedi tchadien, sans oublier un peu plus au sud, les Agawa, éleveurs de bétail. À l'ouest côté malien, le massif de l'Adrar des Ifoga, le Timétrine et le Tilemsi sont peu éloignés des grands axes caravaniers qu'il y ait il y a encore peu de temps l'Afrique noire au royaume chérifien. Les Kel Ifoga sont présents dans le nord du Mali parmi d'autres peuples nomades ou plus sédentaires, Maures, Peul Songhai et diverses ethnies noires. À l'ouest du côté du Sahara mauritanien se trouvent les Maures à l'organisation tribale, et dont le peuple sahraoui est une composante. Au sud du Sahara se trouvent plusieurs grandes communautés touareg, celle de la boucle du Niger, Eguéréou en tamashek, qui signifie étendue d'eau, et du Gourma ou Gurma. Il y a le groupe important et dominant des Yulemden ou Iwelemden qui séjournent dans l'Azawar, région située entre l'Adrar des Ifoga et le sud de l'Aïr qui se compose de deux clans distincts, les Kel Ataram à l'ouest et les Kel Deneg ou Denik qui occupent l'est. Plus au sud encore, on trouve les Kel Grèce jusqu'au Nigeria. Au fil des siècles, il s'opère une intéressante harmonisation des modes de vie, des habitus, des coutumes et règlements régissant le monde touareg dans son ensemble. L'hétérogénéité issue de courants migratoires différents s'atténue pour faire place à un univers ethnique relativement ordonné. Il s'agit là d'un exemple de l'agrégation sociale et sociétale jusque dans les plus profondes composantes culturelles. Cette réalité sociétale semble largement générée par un environnement implacable. Cependant, l'organisation sociale et politique qui a perduré jusqu'au début du XXe siècle a subi des transformations au gré des vicissitudes et des conjonctures. Ce monde ordonné en apparence peut être assez pluriel et changeant. On a beaucoup parlé de l'organisation politique dont le modèle en confédération, basé sur une hiérarchie sociale rigide, est reproduit dans l'ensemble du domaine touareg avec quelques variantes, ici ou là. La société targui se compose de différentes strates, en voici les principales de façon résumée. Les nobles, Inzagegen ou Imagegen, nobles guerriers aristocrates. Les vassaux qui acceptent l'autorité des nobles, Imgad ou Kelouli, ceux des chèvres par opposition aux possesseurs de dromadaires qui étaient l'apanage des nobles, ce peut être des nobles déchus qui portent les armes. Les groupes religieux, Ineslemen. Les Noirs et leurs descendants, Aratin ou Iklan ou Bella en langue shongai, assurent le rôle de domestiques, jardiniers, gardiens de troupeaux, forgerons. Leurs conditions oscillaient entre celles de domestiques, de serfs ou parfois d'esclaves aujourd'hui affranchis. La conquête du Sahara par la France et la mise en place de l'administration coloniale, puis l'indépendance accompagnée par un durcissement des grandes sécheresses, ainsi que les modifications des moyens de transport et des échanges bouleversèrent en profondeur les structures politiques et sociales des sociétés touareg. Deux questions apparaissent au fil de cet état des lieux. Que reste-t-il aujourd'hui de la société touareg ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'être touareg aujourd'hui ? Peut-être utiliser une langue commune et un sentiment d'appartenance à un groupe humain particulier malgré des diversités régionales ? Ce type de question soulève également le problème majeur d'une société en pleine mutation, confrontée dans chaque État à un pouvoir qu'elle conteste de plus en plus, opposée au contrôle de l'administration et désireuse de s'occuper de la gestion de leur région. La société touareg s'est transformée, se métissant avec les populations noires et arabes. Ces groupes conservent encore de façon identitaire leur hiérarchie, leur chefferie et certaines rigidités.
Les forgerons et les bellas d'origine servile possèdent des caractéristiques, des comportements propres. Dans cette société, où chacun devait rester à sa place et se conformer au rôle qui lui était dévolu sous peine d'exclusion, bon gré mal gré, les choses bougent. Récemment, le retour de jeunes partis à l'étranger, devenant souvent chômeurs parce qu'ils ne trouvent pas de place à leur mesure et ne reprennent pas les tâches pastorales traditionnelles, donne une nouvelle dimension à cette société. Cela pose le problème de la réinsertion d'hommes disponibles ayant acquis une vision du monde différente et parfois de nouvelles qualifications. Par leur histoire, par leur migration ancienne, par leurs implantations actuelles, ces populations se distinguent les unes des autres. Leur économie, qu'elle soit exclusivement pastorale et caravanière ou encore agropastorale, varie en fonction de la région où ils vivent, cependant ils appartiennent tous à une même société. Les Touaregs occupent un espace qui va de la zone saharienne à la zone soudanaise. Ils tissent des liens qui relient l'Algérie au Nigeria, au Burkina Faso, à la Mauritanie, au Sénégal et au Tchad. Le pays Touareg malien, à l'extrême nord-est, est éloigné de la capitale. C'est pour cela qu'en cas de crise, Niamey joue le rôle de refuge à la place de Bamako. L'Adrar des Ifoghas jouxte l'Algérie et les Kalifoghas sont en relation avec leurs parents du nord. Éleveurs et caravaniers, ils participent au commerce du sel de Taoudéni, même si celui-ci a tendance à battre de l'aile, et se rendent sur les marchés algériens. Le massif des Ifoghas constitue un monde isolé, à part, éloigné de la capitale. Son chef-lieu, Kidal, a été choisi à l'époque coloniale comme siège d'un bagne car l'éloignement et le désert rendaient quasiment impossible toute évasion. Ce massif constitue un bastion avancé dans le désert dont sont issus de nombreux groupes Touaregs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.